l'enseignement de ce livre, qui est un livre qui m'a vraiment marqué profondément. Mais est-ce qu'en définitive, c'est pas l'abondance de technologie qui nous a menés à être trop assistés en fait dans nos modes de fonctionnement? Regarde, il y a 3 ans, parce que j'ai une nouvelle fiancée après mon divorce, qui est très bien, mais il y a 3 ans, elle me dit, non mais t'es trop vieux jeu, elle est beaucoup plus jeune que moi, prends un téléphone smartphone. Puis moi, je dis, mais non, moi j'avais un vieux Nokia des années 90 qui marchait très bien, où tu téléphones aux gens, puis c'est tout. Puis Ouais, Là, c'était un téléphone mais sans fil. voilà, là je découvre, comme un abruti, et que tous les gens qui nous écoutent le savent déjà, que tu fais tout avec ce truc. GPS, réservation d'avion, de tout ce que tu peux imaginer, tout. Météo, Météo, thermomètre. taxi. Et de fil en aiguille, on en devient dépendant. Parce on va se dire, bon, quel temps va-t-il faire cet après-midi? Tu regardes là, tu regardes plus les nuages. Parce que ce matin, je savais qu'il allait pleuvoir. Enfin, quand je suis arrivé ici, je savais qu'il allait pleuvoir. Mais en fait, on a tendance à regarder là-dessus. Donc, petit à petit, subtilement, finalement, pour prendre un terme anglo-saxon d'entreprise, on outsource une grande partie de nos compétences, de nos sens, de notre savoir-faire à plein d'objets qui sont, de manière concrète, extrêmement pratiques et utiles. Et qui ont comme revers de la médaille le fait qu'on est espionné, qu'on sait tout de nous, qu'ils savent et dans le marketing, ça c'est une mine d'or. Ils savent qu'est-ce qu'on consomme, quand on consomme, avec qui, en présence de qui, dans quel contexte. Potentiellement, ils savent si on rencontre des gens que notre épouse ne voudrait pas qu'on rencontre. Est-ce qu'on a été dans... Mais ça va très très loin. Il y a un potentiel de chantage phénoménal dans ces trucs-là. Bref, qui n'est pas toujours utilisé, à moins d'être quelqu'un qui monte dans la politique, par exemple. Mais là, il l'utilise. Et donc, on a cette dépendance qui est une continuation, en fait, d'un vieux processus qui a commencé avec le feu. Quand l'être humain a inventé quand on a découvert le feu et qu'on a appris à le maîtriser, une des choses qui a commencé, c'est, par exemple, faire bouillir de l'eau pour la rendre potable, c'est ne plus avoir de maladies liées à l'eau, aux bactéries présentes dans l'eau, pathogènes dans l'eau, mais ça veut dire aussi affaiblir notre système immunitaire et notre système digestif par rapport à ces maladies-là. Exemple, après 5 ans de travail en Afrique, alors qu'au début, évidemment, je me suis pris des chiasses de folie parce que t'as une goutte d'eau de la douche qui rentre dans ta bouche et voilà, c'est fini, t'es parti pour la nuit avec la tourista. Au bout de quelques mois, au bout de 3 ans, mais t'as un estomac capable de bouffer de l'Listeria coli et de la déchirer, de la dissoudre. Et tes intestins, ils disent, ouais, ramène-moi tout ce que tu veux, c'est bon, je gère. Voilà, hein, quand tu vois ce que boivent nos amis les bêtes, les chiens, ce qu'ils bouffent, ce qu'ils boivent dans la nature, et sans tomber malade, c'est parce qu'ils ont un estomac super acide qui est habitué à ça. Alors nous, humains, voilà, on a fait cuire la viande au lieu de la manger crue, beaucoup moins de maladies. On a commencé à développer l'hygiène, beaucoup moins de maladies, mais on se fragilise. Donc, oui, c'est un avantage. La technologie, elle nous a permis d'avoir des lunettes, d'être propre, d'avoir de l'hygiène, mais trop nous rend fragiles, nous rend incapables de réagir à certaines... Et au bout d'un moment, on est totalement dépendant de cette technologie qui, et c'est là où le bas blesse, si elle nous est retirée d'une manière ou d'une autre, on fait quoi? Qui sait encore vider un poulet? Qui sait tuer un lapin et lui enlever sa peau et le cuisiner? Pas grand monde. C'était absolument normal, quasiment chez tout le monde, sauf les grands bourgeois, il y a un siècle. Ouais, même pas. Même pas il y a un siècle, ouais. Un demi-siècle. Ouais. Moi, je le faisais avec ma grand-mère quand j'étais petit. Et je trouvais rigolo qu'elle donnait les poumons du lapin au chat. Alors que d'autres disaient, mais non, il faut les garder, les poumons, ça se mange, les poumons. Ah bon? Voilà, ça dépend d'une... Alors voilà, ils n'étaient pas si pauvres que ça. Eux, ils pouvaient se permettre de donner le poumon du lapin, parce qu'ils élevaient des petits lapins dans leur clapier au chat. Donc voilà, le chat qui bouffe les souris, et qui n'est pas juste un animal de compagnie, qu'il ne faut pas trop nourrir, parce que sinon il ne chope plus les souris, etc., etc., etc.
Donc on a désappris beaucoup de choses et on devient dépendant. Et c'est pour ça que dans mon travail, j'essaie d'apprendre l'indépendance par la résilience et l'autonomie. Attention, ce n'est pas une obsession, ce n'est pas forcément une nécessité de changer de vie. Je ne dis pas aux gens, partez dans le Vercors faire du fromage de chèvre. Vous pouvez très bien avoir votre vie, modifier un petit peu pour découvrir les avantages que vous donne un peu de cette alternative, ou cette alternance en tout cas, par moment dans votre vie, et qui vous apporte du bonheur si vous le faites bien. Parce que moi, mes enfants, maintenant ils sont un peu grands, ils sont un peu adolescents, donc ils rouspètent. Parce qu'aller à la campagne, planter des pommes de terre, les ramasser en octobre. Mais ils savent qu'on les plante maintenant ou en avril et qu'on les récolte en octobre, novembre. Ils savent que voilà, le chou, dans un supermarché, un chou en mars, c'est bizarre. Ils savent que le chou, il a une meilleure qualité nutritionnelle quand on va le choper en novembre-décembre, etc. Ils savent que voilà, les fraises en décembre, ça ne peut pas être bon pour toi. Et ça, c'est venu parce qu'on a travaillé dans le jardin quand ils étaient petits, je leur ai montré, etc. Après, ils retiendront ce qu'ils feront, et puis ils feront leur vie. Moi, je ne suis pas là pour les influencer, mais par l'exemple, on peut faire du travail. Donc, ils sont capables de retomber sur leurs pattes. Au fond, quand je parlais de ma grand-mère et des lapins, je retombe quand même pas mal sur un mode de vie. Alors, il y a peut-être Freud dirait quelque chose là-dessus, mais je retombe quand même pas mal sur un mode de vie qui était celui de mes grands-parents. Et oui. Et est-ce que c'est de l'inconscient? Est-ce que c'est le retour du refoulé après une carrière dans le marketing, etc. Ou est-ce que c'est de la réelle prise de conscience? Les psychiatres qui nous écoutent en jugeront. On a parlé, en fait, à l'instant, du fait que ça allait être très difficile pour nous, et encore plus pour les générations qui nous suivent, d'arriver à s'adapter à ce nouveau mode de vie qui sera un mode de vie moins confortable. Est-ce qu'entre-temps, entre la génération de nos grands-parents, notre génération à nous et celle de nos enfants, on n'a pas fragilisé les gens? Oui. Et alors, je vais revenir à ton deuxième livre, en fait, c'était la transition. Est-ce qu'on n'a pas créé des peurs qui sont des peurs excessives? Non, c'est important. Alors, c'est vrai que moi, je n'aime pas blâmer des catégories entières de personnes, mais c'est vrai que la génération des boomers a une responsabilité assez écrasante qu'ils vont nier, mais c'est pas grave, c'est nous qui écrirons leur histoire, donc on dira ce qu'on voudra. Mais tout à l'heure, je voyais que tu prenais la main de ton épouse, et au-delà de l'affection, il y a un côté j'imagine que tu voulais la rassurer par rapport à certaines choses que je disais, parce que là où je me rends compte d'un problème, c'est que mon message, forcément, est anxiogène. Et ce n'est pas mon intention. C'est-à-dire que, même dans mes premiers livres, Survivre à l'effondrement économique, Rue Barbare, Femmes au bord de la crise, NRBC, Survivre aux événements nucléaires, biologiques et tout ça, j'avais quand même écrit un bouquin sur les pandémies en 2016. Parce que je réfléchis aux choses avant qu'elles arrivent. Eh bien, j'expliquais comment on fait face à des crises, à des problèmes. Mais les gens me disent, et à juste titre, je dois le reconnaître, exprimer, expliciter, montrer les problèmes possibles, c'est anxiogène. Parce que celui qui ne comprend pas la tendance lourde du pétrole, des énergies, de la population, des vagues migratoires, de la dette et des élites qui nous dirigent, quand tu lui expliques le faisceau de tendances qui converge entre maintenant et 2030, vers quelque chose qui est potentiellement explosif, là, tout d'un coup, s'il ouvre... Alors, il peut dire, non, ça n'arrivera jamais, tout va bien. Soit il ouvre les yeux, et à ce moment-là, l'être humain, il a cette peur, il a cette angoisse, en se disant, mais... Et il se rend compte de la taille du problème. Il se rend compte que c'est pas juste... mince, j'ai un point de côté, il faut que je me repose. Là, c'est toute notre civilisation. Il se rend bien compte qu'on est fragile. Parce que on peut être inconscient par rapport au fait que quand on ouvre un robinet, il y a de l'eau qui sort. Et donc, être ignorant ou inconscient de toute la mécanique qui suit derrière.
Et que c'est pas juste un château d'eau avec de l'eau qui descend par la force de la gravité et qui vous amène de l'eau potable. C'est tout un système de filtrage, de pompe. Ah oui, pareil pour le gaz qui chauffe vos cuisines, pareil pour l'essence qui a la pompe dans vos voitures. Bref, quand on se rend compte de la complexité du système, on se rend compte qu'il est fragile. Et heureusement qu'on a des gens compétents encore qui sont capables, et de bonne volonté, qui sont capables de faire en sorte qu'on entretienne, on maintienne, on répare et qu'on fasse en sorte que ça fonctionne. Mais si ça devait s'arrêter, c'est angoissant d'imaginer ce scénario-là. Alors ça dépend pour qui. Moi, je trouve ça hyper fun. Parce qu'on est dans une génération où on a suffisamment de recul. Mais je pense, en fait, excuse-moi de te couper, mais ça me fait réagir, ça me tient vraiment à cœur. Mais je pense que on va retrouver des vrais copains, des vrais amis dans des moments pareils, quoi. Oui, je crois aussi. Parce que là, on les a perdus, en fait. Oui, on a tous 3000 amis sur les réseaux sociaux, mais combien on en voit vraiment? Et combien répondent quand il y en a besoin ou s'inquiètent quand ça va pas? Y compris dans sa propre famille. Oui. Donc là, on a un retour du réel qui peut être salutaire. Je me languis trop, moi. Hein? Je me languis trop. Mais certainement, je me suis rendu compte qu'il y a un côté anxiogène. C'est pour ça que j'ai travaillé... Ouais, mais excuse-moi, je t'interromps, c'est pas cool et tout, mais ça me passionne tellement ce truc, si tu veux, que je me dis que y a des gens qui vont pas y arriver, quoi, tu vois. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est parce que t'es un affreux facho. Moi? Comme moi. C'est-à-dire que tu vas te dire à un moment, on va pas sauver tout le monde. Et non, mais c'est même pas être fasciste, c'est... Moi, mais bien sûr que c'est pas être fasciste, c'était une boutade. Oui, ce non, que je veux sais, dire, mais c'est que... c'est se dire, mais les vraies valeurs humaines, elles sont là-dedans, quoi. Le confort nous a aussi amené à être dans une bien-pensance atroce, ouais. Et une bien-pensance qui est fausse parce qu'elle ne coûte rien. Les gens qui disent, faut qu'il y a qu'à accueillir tout le monde, sauver tout le monde, les malades, les handicapés, les étrangers, les migrants, les pauvres, les riches, il n'y a jamais de compromis, il n'y a jamais de sacrifice. Il faut toujours faire plus avec l'argent des autres. Voire de l'argent qui n'existe pas, puisqu'il est créé de nulle part pour la dette. Ces gens, en réalité, qui se pannent, qui se prennent une hauteur morale en disant « Oui, mais moi, je suis ici, je suis là ». Il faut voir ce qu'ils font dans leur vraie vie, d'ailleurs. Hein. En réalité, ils sont juste en train de pousser le système vers encore plus d'effondrement et encore plus de craquement. Quand on regarde la génétique, on se rend compte, par exemple, 40% des hommes, des mâles, dans l'histoire de l'humanité, ne se sont jamais reproduits. Parce qu'ils n'ont pas montré suffisamment de valeur pour attirer une femelle. 40% des hommes ne se reproduisent pas. Ou ils meurent avant de pouvoir se reproduire. Parce que la vie était dure, parce que tu te fais croquer par un ours, par une bête, tu te fais mordre par un serpent, ou simplement les gonzesses te disent « Mais toi je te calcule pas, mais casse-toi, tu pues, t'es moche, t'es faible, t'es petit, t'es incapable, t'es un mauvais chasseur, t'as pas assez de fric, dégage ». T'es pas un bon reproducteur. Alors que 90% des femmes se reproduisent. On voit ça dans les chaînes de ADN des mitochondries, je crois. Pour être précis, je parle sous le contrôle des généticiens qui nous écoutent. Mais en gros, ça montre que, en fait, on s'en sort pas souvent tous. Il y a une sélection naturelle au sens de la biologie qui se met en place. Invisible. Qui est là, toujours. D'ailleurs, le gauchiste, en fait, c'est une manière d'inverser cette sélection naturelle. Et dans ce sens, alors en termes de psychologie évolutive, on appelle ça le sneaky fucker. C'est un psycho-évolutionniste canadien qui s'appelle Gad Saad, qui a inventé ce terme. C'est le type qui va approcher les femmes en disant « Oui, mais tu sais, moi j'aime le féminisme, je vous soutiens, etc. Parce que je sais qu'en temps normal, tu ne m'apprécierais pas parce que je suis pas gaulé comme une montagne, je suis pas un mec qui a du succès, mais je te soutiens, etc. Et sur un malentendu, je peux peut-être poser un petit peu de sperme sur tes ovules et avec un peu de chance, je me reproduis inconsciemment. Et alors qu'en fait, les femmes ne le calculeraient pas parce que c'est un minable. D'ailleurs, il faut voir la tronche des mecs. Mais ça peut marcher. Donc l'être humain est intelligent, il est capable de modifier la société à son avantage, c'est la volonté de puissance de Nietzsche, il y a tout ce genre de choses. Et la volonté de puissance, elle existe aussi chez les faibles, qui se groupent ensemble pour faire face aux forts, qui n'est pas nombreux par définition, parce que voilà. Et à la fin, c'est les femmes qui choisissent, parce que la sélection naturelle, elle est essentiellement sexuelle. C'est-à-dire les femmes vont préférer
quelqu'un de fort, de capable, d'intelligent, de loquace, donc avec de l'humour, avec de la réussite sociale, dans un contexte donné. La réussite sociale, elle n'est pas absolue, elle est dans un contexte donné, plutôt que le mec nul qui gagne pas bien sa vie, etc. C'est pour ça qu'il y a une lutte permanente. Et c'est insupportable pour certains parce qu'ils sont en bas de l'échelle, alors que pour celui qui est en haut de l'échelle, moi je trouve que c'est génial. Et pourtant, je suis devenu monogame. Donc, bref. Mais pour revenir sur la peur, et la peur de cette sélection naturelle, elle est incluse ça sera dans le tome 2. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin pendant 8 ans, qui vient de sortir, sur comment on fait face à cette peur, comment on fait face à cette angoisse, comment on fait face à cette... Aujourd'hui, il y en a des gamins qui sont anxieux à cause du climat. C'est des conneries, c'est n'importe quoi, les mecs, mais il faut arrêter. Sauf qu'ils entendent sans arrêt. Alors, dans les années 2010, c'était le terrorisme, l'islam, etc. Maintenant, c'est en train de passer. Ensuite, c'était les pandémies, les virus. Si tu mets pas ton masque, si tu te fais pas vacciner, tu vas tuer pépé. Conneries sur conneries sur conneries sur conneries. Et maintenant, on revient sur un truc que j'entendais déjà dans les années 80. Sauf qu'à l'époque, dans les années 70, c'était attention, la glaciation arrive. Ensuite, on nous disait dans les années 80, il n'y aura plus de glacier en l'an 2000. Il n'y aura plus de glace sur les pôles. Puis ensuite, on nous a dit non, c'est en 2010. Donnez votre argent, quand même. Bref, moi je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais je sens l'arnaque quand même qui sent mauvais. Cela dit, on a des enfants anxieux. On a des enfants qui ont des symptômes de stress post-traumatique qui, normalement, se voient que chez des vétérans de la guerre. Comment c'est possible? Et donc, parmi mes lecteurs, puisque mes premiers bouquins ont eu un énorme succès, plus de 250 000 copies du premier, vendues, en 14 langues, certes, mais c'est beaucoup. J'ai voulu travailler sur un livre, donc Survivre à la peur, qui vient de sortir, pour comprendre comment fonctionne le phénomène de la peur, pourquoi on le ressent de la manière dont on le reçoit, dont on le ressent, comment on peut le reconnaître quand on a... une augmentation des palpitations cardiaques, quand on va reconnaître les symptômes de cette peur, et ensuite réfléchir à prendre le contrôle de cette réaction pour qu'elle nous soit bénéfique. Et en ce sens, faire en sorte que la peur continue à être cette émotion qui nous veut du bien, cette émotion qui nous aide, au lieu d'être quelque chose qui nous traîne dans l'angoisse et dans l'incapacité, dans le fait de ne pas agir. Parce que c'est vrai que face à ces effondrements possibles, et qui sont en cours, inflation, criminalité, guerre peut-être, on se sent un peu qu'est-ce qu'on peut faire? Si on décide qu'il y a une guerre avec la Russie, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, vous pouvez ne pas la faire. Déjà, vous pouvez leur expliquer que ce sera sans vous et que vous avez autre chose à faire que de faire le petit soldat pour des mecs qui sont un peu psychomalades. Donc, mais pour ça demande un certain courage qui demande et qui nécessite avant de maîtriser son émotion de peur, son émotion de... Et on nous a fait peur sur les virus, on nous a fait peur sur les vaccins, enfin, le non-vaccin, on nous a fait peur sur plein de choses, et on continue. Donc ça devient... Est-ce que la peur fait vendre? Bien sûr que la peur en fait joue vendre. Et c'est le paradoxe où j'essaye de vendre un livre qui vous empêche qui vous essaie de vous éviter d'avoir peur, mais en même temps, on va me dire, mais tu vois, tu nous vends avec la peur. Ah oui. Mais tu vois, là, pendant que tu parles de ça, je me disais si le livre sur la peur, il aurait peut-être dû sortir avant celui sur l'effondrement. C'est peut-être plus logique. Et j'y avais pas pensé. Et puis la raison pour laquelle j'ai mis 8 ans pour l'écrire, c'est parce que... Et c'est un livre assez épais. Ah oui, il est très très complet. Hein. Oui, parce vraiment, que... c'est l'encyclopédie de la peur, quelque part. J'ai voulu d'abord ne pas me moquer des gens et de parler d'un sujet sérieux de manière sérieuse. C'est vraiment un super boulot, vraiment. Merci. Ouais. J'ai aussi interviewé des spécialistes dans plein de domaines. Tu vois, il y a des spécialistes dans l'anxiété, des spécialistes du stress post-traumatique, il y a des spécialistes de... Que ressentent les gens en situation de survie quand ils font face à la peur? Des types qui tombent dans une crevasse, dans des montagnes dans le nord de l'Amérique, où il y en a un qui meurt, l'autre qui a double fracture. Personne ne sait qu'ils sont là parce qu'ils sont partis sans dire à personne où ils allaient. Et il se dit, merde, j'aurais dû dire où je partais. Et là, il se dit, j'ai 2 jours. Avant 2 jours, il n'y aura pas de secours. Qu'est-ce que je fais? Comment tu gères cette angoisse-là? Parce tu peux perdre tes moyens et puis mourir. Donc, comment tu gères? Donc ça moi, je ne l'ai pas vécu. Heureusement, mais j'ai quelqu'un qui est un expert, que j'ai interviewé, qui est un expert de ce genre de situation. Donc lui, son métier, c'est d'interviewer des gens qui ont eu parce que c'est un clinicien qui travaille là-dessus. Énormément donc de spécialistes que j'ai interviewés qui m'ont permis de vulgariser les notions scientifiques, mais quand même les rendre compréhensibles.
sans lesquelles, sans la compréhension desquelles, on ne peut pas ensuite travailler dessus d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de comportement, de changement d'introspection et de compréhension de soi-même pour comprendre ce qu'on veut, pour être plus solide sur ses deux pattes et ne pas subir ces peurs permanentes qu'on a dans la vie constamment. Dans le tome 2, on va travailler plutôt, quand je dis on, c'est mes lecteurs et moi, parce que j'ai un rapport presque de partenariat, de complicité avec mes lecteurs après ces années, parce que j'ai un lectorat très, très fidèle et que j'ai appris à connaître. Il est très hétéroclite aussi, me semble. Très hétéroclite, mais très fidèle, qui me suit dans des conférences, à part la période Covid, que j'ai fait fréquemment à travers la France, la Suisse, la Belgique, même le Québec, en tout cas pour les francophones, puis dans d'autres pays aussi, mais qui m'a permis de dialoguer avec eux. Donc j'en ai aussi, j'ai aussi sondé leurs âmes, leur cœur, leur mental, en quoi mon travail pouvait éventuellement leur faire peur ou leur amener de l'angoisse, et en quoi l'action, la mise en place de stratégies et de préparation à des temps difficiles les apaise, ce qui est mon but. Et donc voilà, je travaille, quand je dis on, je travaille sur le tome 2 qui sera plus une approche physique dans la respiration, le sommeil, qui nous aide à apaiser physiquement le fait de faire face à la peur. Donc c'était important de séparer ce travail en 2 livres, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il se vend très très bien, donc ça marche bien, donc c'est-à-dire qu'il y a une écoute. Il y a une écoute et on me fait confiance, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait fini de le lire, parce qu'il est sorti qu'en mars, il y a 900 pages, ça prend du temps à lire, mais les retours sont excellents. Donc je suis content d'avoir pu continuer à aider ceux qui lisent mon travail et qui m'écoutent un petit peu sur YouTube ou comme ça. Mais certainement, le travail est vaste, parce qu'on va rentrer dans des périodes où, au fur et à mesure de l'éveil des gens, le Covid en a éveillé beaucoup, la prise de conscience, ça nous amène aussi des moments d'angoisse. Ça va de pair, c'est logique. On est presque dans une courbe de Kübler-Ross où on a au début du déni, on dit mais non, ça s'effondrera jamais, tout va bien. Puis ensuite, non, mais c'est vrai que ça va pas bien, mais c'est pas mal, c'est la faute de ces connards, pourquoi ils nous ont fait chier, c'est la faute de Macron, c'est la faute de Trump, c'est la faute de je sais pas qui. Puis ensuite, on se rend compte que non, mais en fait, on n'y arrivera jamais, on va tous crever. Donc la phase de dépression, puis j'en ai oublié une entre-temps, c'est dans la phase de Kübler-Ross, il y en a une que j'ai oubliée comme ça de tête. Et ensuite, on finit par l'acceptation. Et ensuite, on agit. Ça, c'est logique, c'est normal. Donc j'essaie d'un peu d'accompagner, mais il y a une phase un peu anxieuse tout au long de cette courbe de Kübler-Ross qu'il faut accompagner. C'est comment on gère la peur de mourir. Alors ça m'a permis aussi d'aborder des sujets que je n'avais pas abordés avant. Les sujets de la religion, les sujets de la philosophie, du stoïcisme, de l'éthique, du bien et du mal. Tout ça, ça a son importance. Il faut comprendre ces choses-là qui sont très profondes. On est nombreux à en avoir débattu depuis des millénaires. Donc, j'amène un petit grain de sable à l'édifice modestement. Mais pour notre vie de tous les jours, c'est important de définir ces notions. Qu'est-ce que l'éthique ? Par exemple, par rapport à la morale ou les valeurs, parce que tout le monde a des valeurs, mais elles changent le jour où elles ne sont plus nécessaires, ou qu'on a des autres besoins. Donc il faut quelque chose de plus solide pour bâtir notre vie. Bref, tout ça nous aide, et c'est un gros travail, et voilà. J'aimerais revenir sur la manière en fait de gérer ces peurs. Souvent, on remarque quand on a une montée d'adrénaline qui est liée à une peur, ça nous pousse à choisir la mauvaise solution systématiquement. T'as pas remarqué ça ? C'est un gros choc en fait. Va. Non ? T'as pas vu ça ? On a tellement de confusion dans l'esprit par rapport à une peur qui arrive qu'on est démuni, et on choisit systématiquement la mauvaise réponse ou la mauvaise action. Sauf si on est un peu initié. Mais si on n'a pas cette pratique-là, c'est difficile quand tu as cette montée-là, tu sais, cette espèce de boule de chaleur, là, tu te dis, voilà, je suis déstabilisé, je suis sorti de mes limites. Et là, à ce moment-là, en fait, tu vacilles et au lieu d'aller à gauche, tu vas à droite. Alors, il y a un modèle d'explication qui a été développé par l'armée de l'air américaine
qui s'appelle, alors en anglais OODA Loop, en français c'est le cycle OODA, O-O-D-A, qui en fait dit que face à un stimuli, on a un moment d'observation. Ça peut être quelqu'un qui vous agresse, ça peut être une mauvaise nouvelle. Il y a un moment où on observe, ça peut être une fraction de seconde. Ah oui, oui, c'est très rapide. Et là, on a la réaction à la peur, l'adrénaline, tout ça, que j'explique en détail. Mais la deuxième phase, c'est l'orientation. C'est que face à ça, on va soit de manière réflexe, soit de manière consciente, essayer de s'orienter en disant, bon, il y a quelqu'un qui est en train de m'agresser, je suis dans la rue, je suis tout seul ou accompagné. Donc finalement, on commence à analyser la situation par cette orientation. Puis ensuite vient la phase de décision. Je décide de fuir, ou je décide de combattre, ou je décide de dire « Oula, de réagir, quoi. J'ai rien fait, monsieur. » Et ensuite vient la phase A, donc action, donc observation, orientation, décision, action. Tout ça, ça peut aller très vite. Et à l'origine, c'était développé pour les pilotes de chasse qui voyaient un avion ennemi. Ils devaient décider si ils s'orientaient par rapport à où était leur escadron, leur partenaire, enfin leur copain, etc. Et ensuite, ils décidaient, je le chasse ou pas, ou je laisse quelqu'un d'autre le faire, et ensuite, l'action se met en place. Et ensuite, on revient vers une observation de où est le danger, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, il y a ce cycle qui continue, mais qui passe par forcément une décision et une action. Le problème, c'est qu'on est souvent, et ça c'est les crises de panique qui fonctionnent comme ça, c'est qu'il y a un court-circuitage qui se met en place, où dans l'exemple que j'ai donné, on observe, donc il y a quelqu'un qui vous agresse, on commence à réfléchir à comment on s'oriente, alors je suis dans la rue, il fait sombre, je suis tout seul ou pas, et tout d'un coup on remarque qu'il a un couteau. Et avant de décider et d'agir, maintenant on revient à l'observation, ah merde, il a un couteau. Donc on a court-circuité le cycle, on n'est plus dans la décision à l'action, on est revenu à merde, il a un couteau. Et là, on observe le couteau, donc on est de nouveau dans le haut, on observe, puis ensuite on s'oriente. Bon, je suis dans la rue, je suis tout seul ou pas, il fait sombre, et tout d'un coup, il s'approche vers moi. Merde, il s'approche vers moi avec un couteau. Et on revient vers l'orientation, on n'a toujours pas décidé et on n'a toujours pas agi. Donc en fait, on peut rentrer dans un circuit court, si on veut, de court-circuitage de notre cerveau mental. En fait, on est constamment dans l'observation, on est constamment dans l'analyse, et en fait, on n'agit plus. Et on se met dans une situation de paralysie ou de complète déconnexion des possibilités. Quant à ta question qui disait « est-ce qu'on fait les mauvais choix ?» Là, c'est quand on n'a pas la formation et quand on n'a pas... La première fois que tu te fais agresser dans la rue, moi, ça m'est arrivé adulte, la première fois que je me suis fait agresser dans la rue, j'ai tellement agi vite que l'agresseur, il ne s'est même pas rendu compte, il n'a pas eu le temps de passer à l'action. Et finalement, il a raté ce petit moment d'occasion où il aurait pu le faire. Ils étaient 4. Et alors, il ne s'est rien passé, parce qu'ils n'ont pas pu m'agresser. Pourquoi ? Parce que je les ai repérés avant. C'est-à-dire, ils se rapprochaient vers moi dans un escalier d'un passage à Athènes, dans un passage pour passer sous la grande voie rapide qui va de Athènes au Pirée, un soir. Et j'ai bien vu qu'ils étaient 4. Ils ont commencé à descendre l'escalier avec moi, genre 2 d'un côté, 2 de l'autre, et un derrière, enfin un truc comme ça. Et très probablement, ils voulaient m'agresser en bas, où j'étais 1 contre 5, et puis bon, ils auraient pris mon portefeuille, puis voilà. Et en descendant l'escalier, avant même, j'ai eu là, ce que j'explique, c'est mon analyse postérieure. Intuitivement, tout d'un coup, j'ai fait demi-tour brusquement, et je suis remonté l'escalier. Eux, par inertie, ils ont continué à descendre. Et j'ai bien vu qu'ils m'ont regardé d'un air, merde, il s'est enfui. Donc la proie, elle a quitté le truc. Voilà, et j'ai remonté l'escalier, puis eux, c'est trop tard. Alors, ils n'allaient pas me courir après, on est quand même dans une ville... Eux, ils voulaient faire le truc en bas, discrètement. Ils te chopent contre le mur, ils te donnent un coup, peut-être, ils te prennent ton portefeuille, puis c'est fini. Là, c'est trop tard. Donc, ça, c'était instinctif, parce que j'ai jamais été confronté à l'action. J'ai fait des formations militaires, j'ai fait des trucs comme ça, mais je fais de la self-défense, mais la self-défense, elle est très théorique par rapport à ce qui se passe avant l'agression. Oui. À partir du moment où il y a l'agression, oui, alors là, on sait frapper, machin, tout ça, si on peut. Parce que souvent, ils ne vont pas nous laisser le choix. Bref, donc l'exposition, l'entraînement va nous aider lorsque l'instinct, peut-être, n'est pas là. Mais l'instinct, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si on l'a ou pas. C'est bien pour ça que les militaires font beaucoup de formations, la police normalement aussi, moins en moins, pour qu'on ait le niveau pour savoir quoi faire en cas de...
Après, c'est vrai que ça ne remplace pas la réalité. Et même l'entraînement proche de la réalité n'est pas la réalité. Donc on a toutes sortes. Donc ça j'en parle bien sûr dans le bouquin, parce que ça, on a des formations pour ça. Ça existe. Et puis il y a, je ne sais pas si tu as pratiqué, mais je pense que la programmation neurolinguistique dans des cas pareils est super importante. Notamment, notamment, c'est important. Ouais. Notamment quand la phase d'observation est passée et que tu arrives en fait dans la situation qui peut être éventuellement une situation de conflit. On nous a appris en PNL en fait de déplacer le sujet ailleurs de là où il est. Prends l'exemple du couteau, enfin je te dis un truc, c'est un peu con, je le conçois, mais tiens, c'est le même couteau de mon grand-père, je peux regarder, machin, etc. Il avait le même. Mais tu déplaces le sujet sur le truc. Alors moi, généralement, ça m'est jamais arrivé avec quelqu'un avec un couteau, parce que là, je pense que j'ai une manière de réagir, mais je vais pas l'expliquer. Mais en revanche, j'ai pas le temps, il faudra la montrer. Mais c'est vrai que, par exemple, ça m'arrive, quand il y a une phrase, ça s'appelle la phase d'interview, en fait. C'est en fait l'agresseur, il t'interviewe, il t'approche. Monsieur, t'as du feu? T'as pas une cigarette? Un truc comme ça. Ça, c'est une phase. Alors, ça m'arrive rarement, hein, parce que généralement, les mecs, ils viennent pas vers un mec d'un mètre 85, de 120 kilos. Mais. Et dans cette phase d'interview, je repère un peu qui c'est la personne. Et je baragouine quelques langues du monde entier. Et donc, il m'arrive de répondre assez vite dans la langue du type. Et là, ça change du tout. Déjà, il ne s'attend pas. Ça m'arrive une fois, j'avais une copine, son ex était tunisien, et il la harcelait parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'elle l'ait lourdée pour venir avec moi. Et donc, moi, ça commençait à me casser les couilles, cette histoire. Donc, je suis allé le voir, et je lui ai parlé en arabe. Aslama. La baisse. Donc, lui, techniquement, il entend la baisse, il me dit Hamdoullah. Et moi, je dis, bon, écoute, tu me connais, machin, on va boire un verre, on va être cool, tu sais, une gonzesse, c'est pas important, il y en a plein d'autres, elle est conne, de toute façon. Et le mec, il dit, ouais, c'est vrai qu'elle est conne, et tout ça. Bon, elle était pas conne, elle était très sympa, elle était très gentille. Mais en gros, j'ai créé du rapport. Donc, dans une éventuelle interview, dans un truc, tu shifts le... Mais bon, ça, c'est une technique. Je dis pas que c'est une règle, parce que faites pas ça demain. Le mec qui... Si demain, toi, t'arrives, tu sors du 16e arrondissement, tu vas à Marseille, t'as un mec, oh, t'as du feu. Et toi, tu dis, oh, salam alaikum, frère, comment vas-tu? Tu vas te faire taillader, hein. Parce qu'ils vont se dire, tu te fous de ma gueule. Tu le prends pour un con. Donc, c'est pas une règle. Les Norvégiens sont très sensibles, faites très attention. Les Suédois aussi, méfiez-vous. Bref, non, mais je plaisante, mais les gens qui m'écoutent ont compris qu'il y a des techniques qu'on peut apprendre. Après, ça se travaille, ça se peaufine, mais l'essentiel, c'est, encore une fois, de travailler sa résilience émotionnelle, sa capacité à réagir, et voilà. Et puis, c'est un gros travail. C'est pour ça que c'est pas du développement personnel à l'américaine, où on peut faire ça en 5 minutes, comme ça, à la va-vite, j'y crois, j'ai pas peur, tu sais, méthode Coué. Très bien, la méthode Coué, mais elle a été mal appliquée. Enfin, dans le développement personnel, c'est sans arrêt des histoires de j'y crois, je le vaux bien. D'ailleurs, c'est utilisé dans le marketing. Non, mais c'est un truc sérieux, gérer ses émotions. C'est pas un truc qu'on peut faire en 5 minutes. D'ailleurs, les psychothérapeutes qui nous écoutent le savent très bien. C'est un travail long. C'est un travail qui peut être très pénible. Ça peut nous amener à trouver à déceler des traumatismes en nous, enfin, ou chez le patient pour eux, qui sont lourds. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut simplement approcher en disant vas-y, respire, ça va bien se passer. Non, il y a des gens qui ont été violés, il y a des gens qui ont été frappés, il y a des gens dans l'enfance, et plus c'est vieux, plus c'est enfoui en nous. Donc, les peurs, certes, il y a l'agression, il y a des choses comme ça, mais dans la réaction de la peur, il y a tout notre historique, il y a tout notre passé, il y a toute une programmation mentale que nous ont mis nos parents, nos enseignants, l'État, notre culture, nos religions. Tout ça peut être utile comme peut être très malveillant et malfaisant. Et donc, il faut détricoter un petit peu tout ça. Et le processus de détricotage, comme le savent bien donc les thérapeutes qui nous écoutent, fait mal, ou peut faire mal. Et parfois même, la psychothérapie, elle peut avoir ce problème où elle nous fait ressortir des traumatismes enfouis qui vont nous faire un mal pire que le fait de les avoir laissés enfouis.
Donc ça dépend des cas. Et l'être humain est complexe au niveau mental. C'est un peu de la force et notre faiblesse. C'est qu'on n'est pas que instinctif. Si on n'était que instinctif, on n'aurait pas développé la civilisation. On serait à se gratter les fesses et à manger des trucs dans la nature à poil. Mais comme on a développé la civilisation, on a aussi ce cerveau qui est capable d'être traumatisé, polytraumatisé, angoissé, difficile à gérer. Et tout ça, c'est un travail long. D'ailleurs, je vois qu'il y a ainsi un livre d'un type dont je parlerai beaucoup dans le tome 2, Boris Cyrulnik. Il a fait un travail intéressant sur la résilience, sur comment on fait face au traumatisme. Son maître, c'est Erich Fromm, rescapé des camps, je crois, et qui a travaillé sur ce concept de résilience. Ça va très très loin. Donc c'est un sujet profond, important, qu'il faut savoir dédramatiser aussi, parce que moi j'adore avoir le sens, j'ai un humour noir sur des trucs durs, ce qui déplaît beaucoup aux gens, mais c'est important de savoir aussi se lâcher des fois, péter un coup, pas se prendre au sérieux, et pas prendre les autres trop au sérieux non plus. Et puis voilà, parce que la vie, elle est à la fois géniale et dure, mais on navigue comme on peut, et ce travail sur la peur est capital dans un monde où on essaie de nous faire peur de plus en plus. Très bien. On arrive à la fin. Et oui. Puisqu'il nous reste 2 minutes 30. Alors, il y a 2-3 questions. Vas-y. Tiens, on se projette dans quelques années. Il y a eu plus ou moins un chaos, etc. On repart sur un système d'élection. Et oui. Et il se trouve que Piero San Giorgio est élu président de la République. Française. Oui, tu as pris la nationalité. Enfin, il y a eu un gros bordel quand même. Tu n'es plus suisse, tu deviens français, tu as la double nationalité. Mais en fait, tu es élu pour un concours de circonstances heureux ou malheureux, on verra après. Ouais. Et quelles seraient tes premières propositions? J'ai tous les pouvoirs. Il n'y a plus de chambre législative, je fais tout. Je suis dictateur, président à vie. Enfin, à vie. Bon, je me donne 1 an. Je dis dans 1 an, je me casse. Et c'est vraiment parce que je vous aime bien, peuple français, parce que vous avez un beau pays. Donc pendant 1 an, vous n'avez pas le droit de la ramener, vous fermez vos gueules et vous faites exactement ce que je dis. La vache, ça va être dur. La vache, vous allez souffrir. Ah non. Alors déjà, on va mettre en place le démantèlement total du socialisme pour mettre en place un système de méritocratie et d'indépendance de la manne étatique et de la... Comment on appelle ça l'assistanat total. Encore une fois, pendant 1 an, l'idée c'est de démanteler totalement l'État après 1 an, qu'il n'y ait plus rien, plus d'État. On va mettre en place un système de volontariat où celui qui veut avoir une défense, qui veut avoir des armes nucléaires, qui veut que le pays qu'il y ait des routes, des autoroutes, il paye. On va mettre en place. Les gens me disent oui, mais les hôpitaux là, dans santé publique, l'école. Mais tu as envie d'hôpitaux et de santé publique et d'école? Oui, tu payes. Sauf que tu ne payes pas par des impôts, tu payes directement, et vous allez voir que ça va être beaucoup moins cher. Parce qu'il n'y a plus l'infrastructure, les politiciens, les ministres, tous ces connards qui servent à rien, et qui pètent dans des bas de soie, en gros, et qui sont payés par le reste. Et encore une fois, j'ai le droit à la dictature que pendant 1 an. Donc après, c'est liberté totale. Après c'est fini. Moi, je disparais, il n'y a plus rien, etc. Alors, comme vous avez des jolies femmes en France, je veux bien être assisté pendant ce travail par quelques jolies femmes françaises. Bon, ma copine ne sera pas contente, mais c'est comme ça. Il faut bien quand même un peu le repos du guerrier le soir. Ça, c'est le côté personnel provoquant de ma part, mais si je suis président directeur à vie, il faut que je croque dans le truc, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, on libère les trucs, on reprend toutes les sociétés qui ont été vendues à l'étranger par des histoires de roublardise, les Areva, tous ces trucs qui ont été fourgués aux étrangers, etc., par de la corruption. On récupère tout, on privatise au peuple, pas à des privés, on privatise au peuple, c'est-à-dire il y a 40 millions d'habitants, de citoyens français. 60. Ouais, enfin, ceux qui ne sont pas vraiment français, on ne va pas leur donner la citoyenneté, si c'était moi. Mais, je ne sais pas, est français celui qui est français depuis 20 générations. Ça limite. Mais ça ne veut pas dire que les autres doivent partir ou quoi. Ils doivent juste se responsabiliser. Et le fait d'être français, ça vous donne
plus de responsabilités, pas forcément plus de droits. Simplement, voilà, on va responsabiliser les gens, et celui qui bosse pas et qui fout rien, ben, il va devoir trouver d'autres horizons pour se débrouiller. Mais voilà, je ferais ça vraiment à reculons et en freinant des cas de fer, et pour moi, ce serait une punition terrible de faire ce genre de truc. Non, mais il y a plein d'autres choses. Mais la responsabilisation des gens, ça, c'est ce qui compte. L'être humain a une dignité dans sa responsabilité et trouve la liberté dans son travail et dans sa responsabilité. La liberté, c'est pas dire ce que tu veux, faire ce que tu veux. Ouais, il faut avoir les moyens de faire ça. Mais avant, c'est la responsabilisation. Mais voilà, donc là, tu viens de sauter ta chaîne avec un mec dictateur d'extrême droite. Mais c'est toi qui as donné les paramètres. On en a eu un autre, hein. Christian Jacques, si tu nous écoutes. D'accord. Non, il y en a un aussi qui est parti là-dedans. Je serais pas loin non plus, hein, mais bon. Allez, la dernière pour la route. Après ce passage d'une année en tant que dictateur de l'État français, tu viens de passer à l'échafaud, on vient de te décapiter. Ouais, probablement. Et tu arrives au paradis. Ouais. S'il existe. Pas sûr. Et là, il y a Saint-Pierre. Et qu'est-ce qu'il va te dire quand il va te voir? Alors d'abord, il va me dire, pourquoi tu es en retard? Et moi, je dis, j'ai la toux, là, je suis en retard. J'étais un peu malade, alors j'ai pris quelques jours dans un sanatorium au soleil pour soigner cette toux que j'ai attrapée à cause du réchauffement climatique en mois de mai dans le sud de la France. Saint-Pierre, il va me dire, tu vois qu'on existe vraiment? Et toi, quand tu vas le voir, qu'est-ce que tu lui dire? Ah, moi, quand je vais le voir, Saint-Pierre, donc... je vais lui dire, montre-moi Jésus et que je vois un peu ce qu'il dit vraiment par rapport à ce qu'on nous a raconté pendant 2000 ans. Merci Pierrot d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao.